Ils sont venus faire un documentaire auprès de mes anciens professeurs qui disaient « Oh oui, elle était très très brillante ». Mais il y en a une qui a dit la vérité et elle a dit « Margaret n'a pas montré de capacité particulière dans ma classe ». Et c'était vrai. Margaret Atwood est l'autrice de Servante écarlate, une dystopie qui a été adaptée en série et récompensée de 5 Emmy Awards. 5. Ce livre a été un best-seller vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier et a fait polémique pour son aspect à la fois féministe et à la fois réaliste. Pourtant, c'est cette même autrice qui nous dit « Je n'avais pas de talent particulier. Je n'avais rien de plus que les autres. » Ce qu'elle essaie de nous dire par là, c'est que ce n'est pas le talent qui a fait d'elle l'écrivain qu'elle est. Et à cette époque, en 1956, il n'y avait pas de cours d'écriture créative, il n'y avait pas de cours d'écriture de romans. À l'université, ça ne s'enseignait pas. Et pire encore, c'était quelque chose qui était réservé à une certaine élite. Un peu comme en France aujourd'hui. On en est encore au même stade en France alors qu'aux États-Unis, devenir romancier, ça s'apprend à l'université. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, Margaret n'avait rien de prédisposant pour devenir auteur. C'était fou à cette époque de dire « je veux devenir auteur ». Et c'est pourtant ce qu'elle décide de faire. En 1956, personne ne disait « je veux devenir un écrivain ». Il n'y avait pas d'écriture créative, personne ne l'apprenait à l'école. J'ai donc abandonné une carrière scientifique au profit de l'écriture et tout le monde a pensé que j'étais folle. Vous devez bien vous moquer d'eux maintenant. Oh non, la plupart sont morts maintenant. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture, formatrice, autrice, etc. Si tu veux voir mes romans, mes livres d'écriture, mes formations, elles sont en description. Que de dire hormis que je suis coach et que je coach les femmes, pour les aider, je ne sais plus parler, je coach la femme pour l'aider à réaliser son rêve, écrire son roman, le faire éditer, rester motivé tout du long. Et si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 10 conseils de notre amie Margaret Atwood. Numéro 1, travaille ton idée pour la transformer en roman. Eh bien, tu peux avoir une idée de roman dans un laps de temps assez court. Tout ce que tu dois faire, c'est t'asseoir et travailler dessus. L'écriture, c'est 10% d'inspiration et 90% de sueur. Le travail consiste à faire sortir l'idée et lorsque tu le fais, tu as de nouvelles idées qui viennent complexifier la première. Margaret Atwood, elle utilise ce mouvement où elle casse l'idée, comme si elle fait sortir quelque chose de cette idée. Transformer une idée, c'est quoi? Transformer une idée, c'est la faire sortir. C'est aller chercher concrètement ce qui fait qu'elle va être différente des autres. C'est aller casser tous les clichés. C'est aller casser toutes les attentes du lecteur pour aller plus loin, pour aller plus complexe, pour aller ramifier avec des intrigues secondaires, pour aller chercher en fait ce qui fait que l'idée sera unique. Lorsque j'ai commencé à écrire, on me disait que tu ne travailles pas suffisamment tes idées. Tu dois travailler ton idée pour en faire un concept. Tu dois. Mais on fait ça comment? Je me suis longtemps posé cette question et je devenais folle parce que j'ai suivi des masterclass. J'ai suivi la masterclass de celui-là là, avec ses chats. J'ai suivi beaucoup de masterclass si vous voulez. Ouais. Je suis une élève de toutes les masterclass qui puissent exister. Et aucune ne me disait comment travailler mon idée. Comment transformer une idée bateau, une idée cliché, une idée nulle, en concept de roman qui serait concret, qui serait inimitable en fait. Et puis, j'ai dû développer cette méthode par moi-même à force de me taper la tête contre mon manuscrit. Et si toi aussi tu te demandes comment est-ce qu'on transforme une idée en concept, eh bien, je peux te faire accéder au module 1 de ma formation, 6 étapes pour transformer ton idée en concept de roman inimitable. Dans ce premier module, tu vas avoir une vidéo de moi en live and direct qui transforme une idée bateau en concept inimitable et complexe. Cette idée, c'est un homme souhaite sauver une femme enfermée par un dragon, et enfermée et gardée par un dragon. Et en live and direct, pendant 2 heures, je vais travailler l'idée sous tes yeux, je vais te montrer absolument tous les filtres que j'utilise, toutes les questions que je me pose
pour transformer cette idée en concept inimitable. Et grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir transformer n'importe laquelle de tes idées en concept complexe, concret. Et ça, juste en regardant une seule vidéo. Donc, va accéder à ce premier module de cette formation. 6 étapes pour écrire. Non, 6 étapes pour transformer ton idée en roman, en concept inimitable de roman. C'est en description, va t'y inscrire. C'est super rapide et comme ça, tu peux profiter de cette vidéo où je te parle en live and direct. Enfin, live and direct, j'ai été filmé en live and direct, mais je le fais sous tes yeux, quoi, si tu veux. Conseil numéro 2, tue tes bébés. Eh bien, le meilleur ami de l'auteur, c'est la corbeille à papier. Lorsque tu crées quelque chose et que tu penses que c'est nul, tu le jettes. Mais lorsque tu as une idée et tu penses qu'elle peut servir, tu la conserves. Alors, je ne sais pas combien de fois est-ce qu'on m'a donné ce conseil et combien de fois est-ce que je l'ai donné à mes élèves. C'est Stephen King qui le dit en premier, en tout cas c'est chez lui que j'ai lu en premier. Il ne faut pas avoir peur de tuer ses bébés. La première fois qu'on se raconte l'histoire, la première fois qu'on écrit l'histoire, on se la raconte à nous-mêmes. La seconde fois, quand on réécrit, on doit couper tout ce qui ne fait pas partie de l'histoire. C'est quelque chose qui est difficile en tant qu'auteur à assimiler. Tout ne doit pas entrer dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses que vous allez imaginer qui ne figureront jamais dans le livre, mais qui auront eu le mérite d'exister pour vous permettre de cerner votre projet. Numéro 3, les idées se maturent. Ça peut être un long processus. Ça peut prendre 1 an, 2 ans pour faire sortir une idée que tu as eue en 5 minutes. Stephen King rejoint Margaret Atwood là-dessus parce que Stephen King dit que, par exemple, pour écrire Under's Dome, il était adolescent quand il a eu l'idée, mais il n'avait pas suffisamment de technique d'écriture, il n'avait pas suffisamment de bagou, d'expérience pour développer cette idée-là. Du coup, il l'a laissé de côté dans un tiroir et tout nanani. Et une fois adulte, une fois après avoir écrit Carrie, après avoir écrit plusieurs livres, là, il est revenu à ce mastodonte qui était beaucoup plus lourd, beaucoup plus différent. Ça ne se dit pas. Qui était différent. Je sais plus ce que je disais. Merde. Oh shit. I don't know. Bref, tout ça pour dire que l'idée se mature, l'idée ça prend du temps, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est pas ce que je disais. 12 seconds later. Je ne sais plus. En tout cas, écrire c'est un long process. Moi, ça... Oui, Under the Dome. Oh my god. Ça lui a pris des années avant d'être capable d'écrire ce projet. Écrire c'est un long processus, ça peut prendre plusieurs années à maturer une idée qu'on a eue en 5 minutes. Numéro 4, fais sortir tes idées. On ne sait pas d'où les idées viennent. Elles peuvent venir de nulle part, vraiment. On doit aller travailler pour les révéler. On va les faire évoluer et une fois qu'on les a fait sortir, on va les structurer puis faire un plan. Une idée, c'est une toute petite partie de ton roman. Mais vraiment, c'est vraiment le tout début. C'est vraiment un lilliputien comparé au mastodonte qu'il te faut écrire. Si tu te fies qu'à ça, tu n'auras pas suffisamment d'éléments pour le développer. Il faut que tu ailles casser ton idée, enlever tous les stéréotypes, enlever tous les clichés pour pouvoir en faire quelque chose de plus complexe, de moins attendu en fait. Viens tout juste d'en parler. Concrètement, on me dit souvent Prisca, je ne sais pas planifier mon idée. Je la trouve creuse, je la trouve bateau. J'ai plusieurs projets en cours parce que je ne sais pas comment complexifier. Mes idées s'arrêtent à un moment donné. En fait, une idée toute bête, elle peut faire une nouvelle. Mais pour la transformer en roman, il faut beaucoup plus d'intrigue que la simple petite idée que vous avez. Ça va beaucoup plus loin que le simple fait d'avoir une idée. Il faut vraiment une page complète avec tout ce qui peut s'y passer. C'est pas juste j'ai envie qu'un homme aime une femme. Ça va être qu'est-ce qui va bloquer, il y a plein de questions à se poser. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle je vous conseille d'aller visionner ce module 1 qui vous explique les 4 questions que vous devez vous poser systématiquement pour transformer une idée en concept. Là, on est concrètement là-dedans. Elle utilise ce mouvement que j'adore où elle dit il faut aller sortir l'idée, il faut get it out. J'adore ça. Et si tu trouves ton idée cliché, si tu trouves ton idée bateau, si tu trouves que tu n'arrives pas à faire sortir ton idée, va regarder ce module 1. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est gratuit. Numéro 5. Balise ton histoire. Si tu écris un roman policier, mets un cadavre proche du début. Ou alors les lecteurs se demanderont, mais où est le meurtre?
il m'est déjà arrivé de lire des manuscrits où concrètement, il s'agit d'un roman policier. Normalement, ça commence avec une enquête. Sauf que lorsque j'arrive, c'est tout autre chose. On me raconte la vie du personnage, comment il est devenu enquêteur, etc. Et là, je demande à l'autrice, mais en fait, ça raconte quoi? Parce que là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête. Elle me dit, si, mais attends, ça va venir, c'est vers le milieu par là, tu vas voir et tout. Mais là, du coup, je lis des chapitres pour rien. Moi, je suis venue pour une enquête. Comment tu peux me dire que c'est au milieu? C'est censé être au début. En fait, il faut baliser correctement son histoire. Il faut donner au lecteur les bonnes balises. Il faut qu'il sache où il se trouve. Ou sinon, il sera perdu. Numéro 6, il faut que ça raconte quelque chose. Laisse-moi te raconter une histoire. Quand mes enfants ont eu 5 ans, ils ont dit qu'ils allaient monter une pièce de théâtre et ils ont vendu les billets à 25 cents. On a donc tous payé nos places et on y a été. Quand la pièce a démarré, les acteurs prenaient le petit déjeuner et ils disaient des choses du genre: puis-je avoir du jus d'orange? Oui, bien sûr. Puis-je avoir du lait? Oui, voici ton lait. Puis-je avoir des céréales? Ça a continué comme ça pendant un moment. Et je me rappelle m'être demandé, quelque chose d'autre va-t-il se passer? Et ils ont répondu que non. Je leur ai alors demandé, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on reste? Quand tu sais que quelque chose d'autre va se passer, tu restes ou tu reviens pour lire la suite. Un roman, ce n'est pas juste ceci ou cela. Quelque chose doit se passer. Et ce qui va se passer doit être une surprise. Si on passe d'événements heureux à événements heureux, le lecteur va finir par se demander, mais quand est-ce que quelque chose va enfin se passer dans ce roman? Le lecteur ne vient pas pour lire que tout va bien. Lorsque j'étais petite, une fois, j'avais une copine qui m'a dit qu'elle a regardé un film qui était génial à la télé et que dans ce film, tout le monde était à une piscine party, ils étaient super heureux, ils buvaient du jus, ils sautaient dans la piscine, il y avait des bouées partout, ils s'amusaient très bien, c'était génial. Et à la fin, l'héroïne, elle a embrassé un garçon, le garçon de ses rêves, et que après ça s'est terminé. Et moi, j'ai regardé, je me suis dit, mais il y a un problème avec ton film. Et elle me dit, mais non, c'était ça le film. Bon, bien sûr, c'est un gros mytho, je ne sais même pas pourquoi elle a inventé une histoire pareille. Mais en tout cas, je lui dis, mais non, il manque un problème dans ton film, justement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout le monde est content, on boit du jus. En fait, c'est un clip, c'est pas un film, ça, en fait. Et elle me dit, non, c'était vraiment un film et tout. Elle m'a même donné le nom du film. Je dis, mais bon. Alors moi, j'étais petite, j'ai pas été vérifiée. Mais concrètement, là, encore, on avait l'excuse d'être petite. Enfin, c'est pas bien, ça, presque. C'est pas bien. Désolée, je vais être jugeante. Mais en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu écris, il faut te rendre compte que s'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a pas de livre. Alors, tu peux toujours partir dans un délire philosophique en disant, oui, mais peut-être que l'auteur a eu le désir de décrire une histoire où il n'y a aucun problème, de façon assez utopique. Le truc, c'est que il faut décider dans quel cas tu te trouves. D'un côté, tu as les auteurs qui comprennent les auteurs qui ont ce genre de démarche. C'est-à-dire que tu vas écrire pour que d'autres auteurs te lisent et te disent « j'ai compris ta démarche ». Ou alors, tu vas écrire pour faire vivre à ton lecteur une expérience qui va le transcender, qui va le marquer à vie, qui va l'amener vers une réflexion de lui-même et de son parcours de vie. Si c'est ça que tu as envie d'écrire, alors il faut que ton histoire ait un problème. Si tu as envie d'écrire pour des auteurs qui liront des auteurs, qui vont interpréter non pas l'histoire, mais la vision de l'auteur, alors fais ce que tu veux. En tout cas, Margaret Atwood, elle est de mon côté par rapport aux romans, aux histoires de fiction, enfin, aux fictions, à l'écriture de fiction, où concrètement, on écrit pour un lecteur, on écrit pour quelqu'un. On écrit pour transporter quelqu'un dans une histoire et le faire se questionner sur sa vie, sur lui-même. En tout cas, c'est moi, voilà ce que j'apprends. Ça, j'apprendrai à faire. Ça, j'apprends à faire. J'espère que vous comprenez mon délire, parce que je passe d'une idée à l'autre, mais en fait, c'est transparent, donc il n'y a rien. Vous comprenez ce que j'essaie de faire ou pas? Numéro 7, l'inside body. Numéro 7, comment écrire une scène émotionnelle? Je crois que nous ressentons de fortes émotions quand nous lisons parce que cela nous pousse à nous demander, en tant que personne, ce que nous aurions fait à la place du personnage. Donc, comment le personnage s'y prend-il? S'y prend-il bien ou trouves-tu que c'est l'inverse? Et toi, lecteur, comment aurais-tu fait? Au final, tu lis le livre comme si tu vivais les événements avec le personnage. Souvent on dit « n'ouvre pas cette porte » et ils l'ouvrent, « n'y va pas » et ils y vont. Tu dois te demander en permanence ce que tu ferais si tu étais cette personne.
et en tant qu'auteur, ce que je ferais si j'étais ce personnage. Le roman est là pour raconter une version de l'histoire. Moi, ce que j'appelle l'inside body, c'est strictement ce qu'elle est en train d'expliquer. Lorsque je crée un personnage, je me demande concrètement ce qu'il pense, la façon dont il réfléchit en fonction de son passé, et je lui prête mes émotions. Tout simplement en utilisant l'empathie. C'est aussi simple que ça. Être empathique avec quelqu'un, c'est se mettre à sa place. Et pour le coup, quand quelqu'un perd un enfant, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Parce que je me dis, mais à sa place, putain, mais j'aurais été anéantie. Et pour le coup, il y a tellement d'autres histoires comme ça que je n'ai jamais vécues et qui pourtant font que je ressens des situations parce que je peux me mettre à la place de cette personne. C'est exactement ce qu'on doit faire pour nos personnages. On se met à leur place, on prend leur contexte, on prend leur histoire de vie, on se dit, ouais, c'est trop triste. Mais à ce moment-là, on peut comprendre comment ils réagissent, on peut deviner, on peut sentir en nous-mêmes la façon dont on aurait réagi à leur place. Et c'est cette façon dont on aurait réagi qu'on doit les capter et écrire. C'est ça que j'appelle l'inside body. Pour moi, un bon roman me fait me demander, à la place de ce personnage, est-ce que j'aurais fait la même chose? Et si la réponse est oui, alors que ce qu'il fait est très mauvais, je me dis, Prisca, t'as quand même des questions à te poser sur toi-même. Mais pour le coup, c'est intéressant parce que moi, je sais que tous les personnages mauvais auxquels je me suis identifiée, je me suis sérieusement dit qu'à sa place, j'aurais agi de la même façon quand même. Donc, on arrive là, grâce à un roman, à réussir à empâtir pour quelqu'un qui est méchant. Et ça, je trouve que c'est intéressant, que c'est même la magie de la lecture qui fait qu'on est dans la tête d'un personnage et qu'on arrive à comprendre sa façon de penser. Et de là, on se demande très sérieusement, est-ce qu'à sa place, j'aurais fait la même chose? La réponse est oui, pose-toi des questions sur toi. Numéro 8, crois en toi. Tu n'écris rien si tu penses que personne ne lira jamais ce que tu écris. Crois dans le fait que dans le futur, quelqu'un va te lire. C'est quelque chose de très motivant. En gros, ce que Margaret nous dit ici, c'est que tu dois te fixer un objectif et cultiver tout ce qui va te garder motivé pour aller au bout de ton roman. Imaginez qu'un lecteur t'attend au bout pour pouvoir écrire son roman, pour pouvoir lire ton roman, pardon, c'est vraiment extrêmement stimulant. Moi, en tant que coach, ce qui me motive à mort de me dépasser, d'éditer mes romans avec mon vrai nom, c'est simplement le fait que je vois la souffrance de mes élèves et je vois surtout le fait qu'elles doutent d'elles-mêmes, qu'elles ont peur de montrer leur vrai nom, d'assumer qui elles sont, d'assumer leurs idées, d'assumer leur folie également. Et ça me brise le cœur d'un côté parce que je me reconnais là-dedans. Je me reconnais en tant qu'autrice à avoir peur de montrer mes écrits. Tout le temps, on me demande qu'est-ce que tu écris, Prisca. Ben, moi, je montre rien. Je donne pas mes pseudos, je donne pas mes noms d'auteurs parce que j'en suis encore au stade où j'essaie de dépasser cette crainte d'être jugée parce que je sais que mes textes sont très dark, j'ai une plume extrêmement dark, ça parle de viol, ça parle de pédophilie pour la plupart de ce que j'écris, de violence conjugale également, et pour le coup ce sont des sujets qui sont difficiles à porter en tant que femme, et donc du coup j'écris sous pseudo et j'ai du mal à dire à mes élèves que j'écris sous pseudo. Et ça me fait limite honte de me dire qu'aujourd'hui, je suis éditrice, je dis à la femme, il faut que tu écrives sous ton propre nom, et je ne le fais pas moi-même. Donc, je n'assume pas, et il est en tête que je passe un cap pour pouvoir réussir enfin à m'assumer, parce que tant que je ne m'assume pas, tant que je ne peux pas prétendre à demander à mes élèves de s'assumer. Donc on en est là où moi, quand j'écris, je suis extrêmement motivée à l'idée de me dire que cette fois-ci, le roman que j'écris en ce moment, c'est le premier roman que je vais éditer sous mon vrai nom, en attendant de pouvoir rééditer les autres sous ma maison d'édition. Donc voilà, en gros, c'est ça, l'idée d'avoir un cap, d'avoir quelque chose qui nous maintient motivés, de cultiver toutes ces petites choses qui font qu'on écrit pour une raison. Cultivez-les et utilisez-les chaque jour pour écrire plus, pour aller plus loin dans l'écriture, pour finir ce roman. Numéro 9 est un calepin. Est un calepin. Ça paraît bidon, mais garde les idées que tu penses être utiles pour la suite. C'est le conseil le plus bidon qu'on puisse donner. Vraiment, je l'ai mis quand même parce que c'est important, mais c'est le conseil qu'on donne tous. Garde un calepin avec toi, un bloc-notes, quelque chose, ton téléphone, pour noter tes idées. C'est normal, mais c'est un conseil répétitif.
est-ce que j'ai bien besoin de le commenter? Numéro 10, lis énormément. Read a lot Lis and beaucoup read et analyse ce que critically. tu lis. That is, decide, Tu I dois like this, I décider, don't j'aime like that. ceci, je n'aime pas Why do I cela, like this? pourquoi What j'aime qualities ceci do I et like pourquoi est-ce about que it? je trouve ça And bon. notice Et how the regarde writer is comment putting the l'auteur story fait together fonctionner l'histoire and et comment c'est how écrit. writers Un have all auteur a commencé begun par by being être readers. lecteur. Il y a And forcément un you will auteur que tu aimes par-dessus you tout will be et tu vas selecting out apprendre from de all the lui writers that you car come on across apprend your toujours d'autres patch, écrivains. as it were, your special writers that you really like. Je peux vous citer une bonne poignée d'auteurs connus qui disent la même chose. Stephen King dit de lire ses livres préférés de façon analytique. Il y a un autre auteur qui dit lire c'est l'inspiration, écrire c'est l'expiration. Margaret Atwood aujourd'hui, il y en a full autres. Il y a même, comment elle s'appelle, J.K. Rowling qui dit aussi la même chose. Inspire-toi des grands maîtres, c'est comme ça que tu apprends à écrire. Souvent, lorsque je donne ce conseil, on me dit non, mais attends, c'est du plagiat, je ne vais pas plagier le livre. Il n'est absolument pas question de plagier un livre, il est question d'observer comment ça fonctionne à l'intérieur. Il y a bon nombre d'auteurs qui viennent me voir et qui me pondent des manuscrits écrits comme un théâtre ou écrits comme un scénario avec une explication de scène, puis la scène, puis le prénom des personnages avec 2 points et le dialogue. Au bout du compte, je dis à la personne, écoute, ouvre un livre et regarde comment c'est foutu. Oh la flemme, et puis je lis pas un livre pour regarder comment c'est foutu, je lis un livre pour m'amuser. Ben oui, mais là, sauf que tu veux devenir auteur. Comment tu veux devenir auteur si tu regardes pas comment un livre est foutu? C'est comme dire, je veux devenir maçon, mais ah non, par contre, je vais pas faire une formation. Non, non, non. Je sais faire des murs parce que c'est juste des briques et tu mets du ciment et c'est tout. Donc non, non, ça m'intéresse pas. En fait, c'est complètement contre-intuitif. Va ouvrir un livre, regarde comment les chapitres sont foutus, regarde comment l'histoire est racontée, regarde comment les images sont amenées, regarde comment les dialogues sont écrits. Observe ce que tu vois pour répéter, pas pour répéter le scénario ou réécrire l'histoire avec les personnages. Et puis pourquoi pas, tiens, ça pourrait t'entraîner à écrire. J.K. Rowling ne s'en cache pas, elle a commencé à écrire en faisant, entre guillemets, une fanfiction. Je vais mettre en description une vidéo qui explique concrètement que J.K. Rowling a calqué son histoire sur celle de l'île du crâne. Les similitudes sont incroyables et je vais vous mettre en description les similitudes entre le livre original et J.K. Rowling. Est-ce que J.K. Rowling n'est pas une bonne autrice? Absolument pas. Absolument pas. Donc aujourd'hui, oui, on apprend en copiant. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est comme quand on apprend à parler. On apprend à parler en mimant les mouvements de nos parents. Enfin, le cerveau ne sait apprendre qu'en copiant. Donc, comment est-ce que vous voulez faire un mur sans aller voir le maçon qui sait le faire? Il faut bien apprendre de quelqu'un. Numéro 11. Page blanche. If you come to a block, Si tu as une page blanche et que tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite, il y a 2 choses. Premièrement, va marcher. Et deuxièmement, va dormir. C'est lorsque tu marches et que tu penses à autre chose que la réponse vient toute seule. Et lorsque tu envoies un message à ton cerveau en disant « Ok, nous allons avoir un problème », va dormir et tu vas te réveiller avec la réponse. Quand tu écris, personne ne voit à part toi, à part toi-même. L'ennui permet la créativité. En gros, tu as déjà remarqué que tes idées te viennent dans des moments où tu ne fais rien. Donc, pendant la vaisselle, pendant que tu dors, quand tu fais tes courses, quand tu conduis, quand tu marches, quand tu fais quelque chose où ton cerveau est sur off. Au final, le cerveau est plus créatif quand il s'ennuie. Numéro 12, ne pense pas au jugement des autres. Quand tu écris, ne te soucie pas du qu'en dira-t-on. Ne te demande pas ce que le lecteur va en penser. Tu es complètement libre quand tu écris. Le danger à tout le temps penser à ce que le lecteur va en penser, c'est que ça bloque ta créativité. En fait, pour moi, tant que tu n'as pas publié le livre, tant que tu n'es pas à l'étape où tu réécris ton histoire, parce que souvent, je suis en train de me perdre, mais le truc, c'est que souvent, on pense que le premier jet, la première fois qu'on sort l'histoire, c'est l'histoire. C'est faux. La première fois qu'on sort l'histoire, c'est le premier jet. C'est absolument pas la version officielle. Il y a plein de parties qui vont sauter. Il y a plein de choses que tu vas devoir supprimer, d'où le conseil tue tes bébés. Il y a des choses qui ne font pas partie de l'histoire et que tu vas devoir aller élaguer en fait.
il y a environ 30-40% du livre qui va sauter. Donc, ne te pète pas la tête à savoir déjà, est-ce que ça va plaire au lecteur ou pas. Ça, tu pourras le voir avec des bêta-lecteurs et après avoir terminé ton premier jet, tu pourras toujours élaguer, modifier, rendre un peu plus digeste ou ce genre de trucs. Mais d'emblée, ne te demande pas est-ce que ça va plaire au lecteur ou pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne s'assument pas, qui disent pas les choses, qui osent pas les dire parce que, ah oui, ça ferait polémique, et puis, les gens aimeraient pas, parce que, voilà, comme ça parle de sujets sensibles, etc. En fait, il faut pas traiter de ces sujets-là de façon si directe, nanani, nanana. En fait, un livre qui ne suscite pas de réaction est un livre mort. Je préfère 1000 fois qu'un de mes livres suscite une réaction négative en me disant, ouais, mais c'est nul ou c'est de la merde parce que telle chose, quand elle parle de ça, c'est pas réaliste ou quoi. Je préfère encore avoir ce retour-là que d'avoir aucun retour. Genre zéro, le calme plat, j'entends des criquets quand je regarde ma page Amazon. Ça veut dire qu'en fait, le livre ne suscite rien chez le lecteur. Et ça, je trouve que c'est plus dangereux que de traiter de sujets sensibles. Même si on s'y prend mal, même si le sujet sensible révèle en fait une erreur de notre part ou un mauvais jugement ou mais au moins, il y a une réaction qui porte à réfléchir et le lecteur et l'auteur. C'est toujours mieux qu'aucune réaction. Donc, n'aie pas peur, en fait, d'avoir des réactions. Au contraire, ça veut dire que tu as écrit ton livre et que la personne est suffisamment dedans pour qu'elle réagisse. Ça, c'est une victoire pour moi, en fait. C'est comme ma chaîne YouTube. J'ai des personnes qui viennent me critiquer, qui viennent me dire, t'as fait des fautes. Oui, c'est vrai, je fais des fautes, mais putain, ma chaîne YouTube, c'est pas un dictionnaire, quoi. C'est moi. Ouais, je fais des fautes, putain, ouais, j'en fais v'là. Et c'est ça le pire. Vous voyez, mais les correctrices, elles sont là pour ça. Donc, ne vous souciez pas du qu'en dira-t-on. Restez vous-même, sortez ce bouquin, quoi. C'est la seule chose à laquelle vous devez penser. Et vous devez effacer toutes les idées noires qui vous disent, tu n'y arriveras pas, t'es nul en orthographe, ils vont penser que c'est ci, ils vont penser que c'est ça. Sors le bouquin et cultive plutôt les idées positives qui te disent, tu vas y arriver, ton lecteur t'attend, tu vas m'en trouver une maison d'édition, tu vas faire corriger par des bêtas, tu sauras plus tard si ton émotion est la bonne, si ce mot-là est bien, etc., etc. Parce que tu auras autour de toi des personnes qui pourront t'aider. C'est la raison pour laquelle, au final, j'ai créé les groupes de coaching, j'ai créé les groupes d'accompagnement, j'ai créé les masterclass pour pouvoir aider les personnes au cas par cas avec leurs problématiques. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Oui, une vidéo. À la liker, à la partager, à vous abonner. Ce sera plutôt ce côté-là. Like, abonne. Non! Like, partage, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller t'inscrire au module 1 de cette formation, de la formation 6 étapes pour transformer ton idée en concept. C'est une formation qui te permettra d'aller au bout de tes idées, de comprendre comment les travailler à cœur pour en faire un roman qui tienne la route, un roman qui sorte de l'ordinaire. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire à ce module 1 et moi je te dis du coup à très bientôt pour d'autres vidéos. Que te dire de plus, à voir ça rien. Salut!